Comprendre le contexte culturel occitaniste en Béarn. Depuis plusieurs décennies, le béarnais s'affiche dans une orthographe ancienne et complexe, souvent décalée par rapport à sa prononciation. On la retrouve sur les noms d'enseignes, les panneaux, dans les stades, les événements culturels et même dans l'enseignement public. Mais peut-on encore parler de béarnais ? Les traditions béarnaises sont-elles en danger ? Partie 1. La graphie occitane. Au début du XXe siècle, deux poètes languedociens, Perbox et Estieux, commencent à adopter une graphie d'inspiration médiévale afin de renouer avec l'âge d'or de leur région. Avant les croisades albégeoises, la domination capétienne, l'Inquisition, en prenant pour modèle des textes de troubadours du XIIe-XIIIe siècle. En 1935, Louis Alibert normalise cette graphie dans son ouvrage « Grammaire occitane selon les parlers languedociens », en s'inspirant directement du travail de son ami Pompeu Fabra pour le catalan. Tous deux rejettent les graphies du XIXe qu'ils jugent trop francisées ou espagnolisées. Cependant, si Fabra a su actualiser l'orthographe catalane pour l'adapter à l'usage moderne, Alibert, lui, préfère conserver des notations latines primitives, même si elles ne correspondent plus à la prononciation contemporaine. Leurs philosophies normalisatrices sont cependant assez proches, beaucoup des choix d'Alibert viennent directement du modèle de Fabra, car il cherche avant tout à favoriser une intercompréhension entre occitan et catalan. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités allemandes cherchent à soutenir les mouvements régionalistes dans le cadre de leur politique de division des nations occupées. Diviser pour mieux régner. Dans ce contexte, Louis Alibert poursuit ses travaux sur l'occitan avec la Société d'études occitanes. À la Libération, ses condamnations l'empêchent de participer à l'émergence de l'occitanisme, mais la fondation de l'Institut d'études occitanes à Toulouse en 1945 marque la consécration de son œuvre linguistique. La SEO est dissoute en 1946 et transfère certains de ses actifs à l'IEO afin de redorer l'image du mouvement occitaniste. En 1952, l'IEO édite un opuscule de la réforme linguistique occitane. À partir du milieu des années 60, la jeune section gasconne de l'IEO, Père Nouste, appliquera rigoureusement cette réforme dans toute la région, sous l'impulsion du professeur de philosophie Michel Gros-Claude. À cette époque, des événements comme la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam font émerger en France des mouvements indépendantistes qui établissent un parallèle entre la domination coloniale à l'étranger et celle exercée sur certaines régions de l'Hexagone. Nous sommes également dans un contexte particulier de modernisation de l'agriculture et d'exode rural vers les villes industrialisées, notamment Paris. En 1959, François Fontan fonde le Parti nationaliste occitan, premier véritable parti politique du mouvement destiné à appliquer sa théorie de l'ethnisme qui fait de la langue le critère fondamental pour redessiner les frontières d'un nouveau monde. À la suite des émeutes de mai 68, les mouvements contestataires remettant en cause l'autorité de l'État s'intensifient. Dans les années 70, la France connaît des vagues de violence lors des manifestations. Pillages, vitrines brisées, forces de l'ordre attaquées. Les casseurs de l'époque sont alors appelés les autonomes. Casqués, masqués et équipés de barres de fer ou de tessons de bouteilles. Ce sont des gens qui sont unis par une chose, c'est la lutte contre l'État. Et une lutte précise contre l'État, c'est la lutte contre les institutions étatiques. Mais c'est surtout la lutte du Larzac dans les années 70 qui fait exploser le mouvement occitan, lui donnant l'occasion de former une large opposition au pouvoir centralisateur de Paris et de s'étendre au-delà des frontières de la région du Languedoc. C'est en 1970 que le ministère de la Défense nationale décidait l'extension du camp du Larzac. De 3000 hectares, ce terrain militaire allait s'étendre sur une superficie de 14 500 hectares. Pour le ministre de la Défense, cette décision se justifiait par l'évolution des armes et des véhicules modernes. Mais un problème se posait. Pour agrandir ce camp, il fallait exproprier les agriculteurs. L'objectif est d'entraîner l'ensemble du Sud dans la lutte contre l'État afin d'avoir le plus de poids politique possible. Avec l'évolution de la situation économique internationale, notamment après le choc pétrolier,
Le noyau de leurs revendications se concentre surtout sur l'identité culturelle afin de maintenir cette alliance politique. C'est ainsi que la graphie d'Alibert, nommée classique par le mouvement, s'impose progressivement à l'ensemble des langues d'oc dans la perspective de converger vers une langue unifiée nommée occitan, dont le languedocien, réputé central, est le standard. Les autres, réduits au titre de dialecte de l'occitan. Partie 2. La croix occitane. Au Xe-XIe siècle, les marquis-comtes de Provence arborent comme emblème proto-héraldique une croix cléchée, vidée et pommetée. Initialement, cette croix est interprétée comme une version de la croix chrétienne, où son centre symbolise la crucifixion du Christ et les 12 boules représentent les 12 apôtres. À partir du XIIe siècle, 3 branches héritières, les comtes de Toulouse, de Barcelone et de Forcalquier, se disputent la Provence et se livrent une guerre féroce, chacun revendiquant l'ensemble du territoire. C'est à cette époque que les armoiries font leur apparition, ce qui génère une compétition des symboles afin d'affirmer des droits et prétentions dynastiques sur cette terre extrêmement contestée. Les comtes de Toulouse occupent le marquisat de Provence, dont les pièces de monnaie, le corona, portent la croix cléchée. Ils adoptent alors ce symbole pour leur armoirie, comme Raymond V, afin d'affirmer leur légitimité sur la région. Les comtes de Barcelone occupent le comté de Provence et adoptent, dans la même logique, un palais d'or et de gueules tiré de la bannière des rois de Bourgogne-Provence. Par la suite, la Provence abandonne progressivement la croix pour ne conserver que le palais de la dynastie catalano-aragonaise dominante. La croix cléchée, elle, continue de représenter les seigneurs de Toulouse et les sceaux du Languedoc au fil des siècles. En 1936, la croix est utilisée pour la première fois avec un sens pan-occitan dans la revue Lougaï Sabé, fondée par Perbosc et Estieux, initiateur du concept d'Occitanie. En 1941, la SEO l'intègre à son logo, aux côtés des pâles catalans, montrant la proximité entre l'occitanisme et le catalanisme. Il est repris en 1945 par l'IEO. C'est à partir de là que la croix de Toulouse-Languedoc prend le sens d'emblème commun d'une hypothétique Occitanie et d'une langue occitane unique, brandie dès lors par les militants comme un véritable drapeau national. À tel point qu'ils en viennent à le marquer systématiquement sur des territoires qui ne l'ont jamais utilisé, comme le Béarn, faisant de ce symbole leur outil central de propagande. Partie 3. L'opposition. Du côté opposé, les régionalistes pensent que la seule motivation effective des populations à apprendre une langue régionale est une loyauté sentimentale à des parlers locaux authentiques. Leur objectif est donc de préserver leur identité de manière traditionnelle et apolitique. Pour eux, l'occitanisme repose sur une doctrine utopiste et irréaliste, puisque vouloir réduire artificiellement l'existence d'un peuple sur des critères strictement linguistiques efface la complexité des identités sociales. Si les béarnistes revendiquent parler béarnais, c'est pour des raisons socio-linguistiques liées à leur histoire, leur patrimoine, leur culture et leur identité. Le béarnais étant la seule langue d'oc qui ait été la langue officielle d'un État souverain. L'occitanisme tend ainsi à effacer cette singularité en ignorant ces critères ou en les interprétant de manière biaisée. Une graphie commune devrait être l'aboutissement d'un processus et non son point de départ. Or, la graphie d'Alibert ressemble davantage à une graphie d'État qu'à un outil de sauvegarde d'un patrimoine en danger. Voilà pourquoi les régionalistes préfèrent défendre des graphies locales plus traditionnelles et plus pragmatiques, souvent normalisées au XIXe, comme la graphie mistralienne en Provence, votée à l'unanimité par la région PACA en 2025 pour l'enseignement de la maternelle à l'université, affirmant ainsi leur opposition à l'occitanisme. La Nouvelle-Aquitaine, elle, demeure la plus docile, paradoxalement là où ce mouvement fait le moins sens. Partie 4. Les traditions béarnaises. Au Moyen-Âge, Gaston Phébus instaure dans sa cour un haut lieu de culture et de savoir, notamment à travers les forts, le corpus législatif et réglementaire qui fonde l'identité littéraire et politique de l'État du Béarn. À la Renaissance,
des auteurs comme Arnaud de Salette et Jacob de Gassion sont les premiers à revendiquer des œuvres écrites en langue béarnaise. La graphie se modernise progressivement à partir du XVIIe siècle avec l'essor de la littérature béarnaise portée par des poètes majeurs tels que Jean-Henri Fonteville, Cyprien Desporin, Théophile de Bordeaux, Sylvain Lamolaire, Eusèbe Picotte, Émile Vignancourt, Jean-Auguste Atoulette, Vincent de Bataille-Furet, Xavier Navarrote et tant d'autres. La première normalisation est réalisée par Bastien Lespy en 1858, avant de légèrement évoluer au tout début du XXe au sein de l'Escole Gastou-Phébus, où elle prend le nom de graphie phébusienne. À travers sa revue Réclames des Biarn et Gascougne, cette association poursuit la tradition littéraire avec des figures marquantes comme Simine Palaye, Michel Camélat, Julien Casabonne, Joseph Courriade, Jean Bouzette et tant d'autres. En 1984, elle passe sous pavillon occitan avec l'arrivée de nouvelles personnes à sa tête. En réaction, l'association Pays de Béarn et de Gascogne est fondée en 1995 pour préserver et promouvoir la graphie béarnaise traditionnelle. Elle deviendra en 2002 l'Institut béarnais et gascon. Cependant, malgré les efforts de cette association, la langue béarnaise et gasconne est aujourd'hui exclue des normes internationales, étant intégrée dans un ensemble unique, l'occitan, représenté par le languedocien. Pourtant, des experts en linguistique, même occitanistes, ont toujours soutenu que le domaine gascon constituait une entité à part. Pierre Bec écrivait en 1963 « Le gascon constitue dans l'ensemble occitano-roman une entité ethnique et linguistique tout à fait originale, au moins autant, sinon davantage, que le catalan. » Louis Alibert, en 1929, dès ses origines, la langue d'oc apparaît comme partagée en 3 familles, provençal ancien, gascon et catalan. Robert Escarpite, en 1982, les occitanistes considèrent en général le gascon comme un dialecte de la langue occitane, alors qu'ils considèrent le catalan comme une langue du groupe ibéro-roman. Il y a là une certaine absurdité due à un parti pris idéologique. Enfin, Pierre Bourdieu dans Langue en Béarn de 1989, puis il y eut, et il y a encore, la revendication militante des occitanistes qui, dans leur volonté d'unification inséparable d'une forme de centralisme, font ressurgir à un niveau d'agrégation inférieur les contradictions même dont leur lutte est le produit, suscitant la réaction identitaire des gasconistes ou même des béarnistes, à nouveau menacés d'être engloutis dans une unité plus englobante et de voir leurs particularités renvoyées au statut de particularisme, leur langue au rang de dialecte vouée à la correction. Conclusion critique. Aujourd'hui, loin du contexte politique et économique des années 70, l'occitanisme apparaît désormais surtout comme un mouvement centralisateur, captant la quasi-totalité des subventions culturelles du Béarn et empêchant les Béarnais de développer leur identité singulière au profit d'une unité occitane qui n'a historiquement jamais existé. Tout le monde peut s'accorder à reconnaître que le centralisme parisien est étouffant et mérite d'être critiqué. Mais sombrer aveuglément dans l'endoctrinement d'une haine extrême de la France au point de vouloir venger 700 ans d'histoire et de revenir à une graphie médiévale est de toute évidence totalement contre-productif. La langue étant un objet d'étude très complexe, l'ethnisme ne peut fonder un projet politique sans tomber dans l'essentialisme, la subjectivité, voire l'absurde, comme inclure le domaine gascon dans l'occitan mais en exclure le catalan. Le domaine culturel devrait rassembler les gens au-delà des clivages politiques et des différences sociales, plutôt que de les diviser en étant dirigé de manière dogmatique par un mouvement militant qui ne peut, par nature, faire l'unanimité. L'occitanisme est devenu avant tout un terrain de jeu financier et un levier d'influence où s'entremêlent intérêts personnels et politiques dans un flou culturel savamment entretenu. Malgré son discours progressiste, il reproduit les mêmes logiques et méthodes de l'impérialisme qu'il prétend combattre. Finalement, n'est-ce pas là le propre du Béarnais ? Cultiver cette indépendance farouche, cet attachement à cette terre et ses traditions, cet esprit libre et têtu, hérité des grands seigneurs qui refusaient toute suzeraineté, et cette fierté d'être soi, sans jamais se plier aux ordres venus d'ailleurs. C'est ainsi que la jeunesse béarnaise est en droit,
50 ans plus tard, de se demander « Qui m'a tué mon Béarn ?» Qu'ei finit lo temps de la vergogne et que commence lo temps de la fiertat, qu'em occitas et biarnès et bigourdas, mon pays, Toulouse,